Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. C'est vrai que notre chaîne YouTube ne cesse de battre des records d'audience. Merci beaucoup, c'est vraiment formidable, notamment la dernière vidéo sur les perspectives 2023 qui ne cesse d'être diffusée. Énormément également d'abonnements, d'abonnés, donc merci à vous. Continuez, faites abonner, abonnez-vous. C'est vrai que c'est important de diffuser la vérité économique pour justement nous permettre de mieux affronter cette réalité et de faire table rase des faux semblants, des fake news, etc. Nous devons dire la vérité. Alors justement, sur les perspectives 2023, énormément de questions sur les risques qui pèsent sur nos perspectives. Eh bien oui, il y a des risques, c'est le thème de cette vidéo. Donc quels sont les risques qui pèsent sur nos prévisions 2023? On va les regarder dans le détail. Alors il y en a plusieurs bien sûr. On a choisi 8 grands risques qui nous paraissent les plus importants. D'abord sur la récession. C'est vrai que la récession est là, elle s'installe, mais elle pourrait s'éterniser. C'est-à-dire qu'on imagine qu'à partir du deuxième trimestre 2023, ça ira mieux. Mais si tel n'est pas le cas, quels seraient les résultats en termes d'activité économique et également bien sûr de chômage pour l'ensemble des grands pays, aux États-Unis, en Chine et bien sûr en France? Deuxième grand risque, l'inflation. C'est vrai que on imagine qu'elle va commencer à baisser à partir du printemps-été 2023, mais si tel n'est pas le cas, alors à ce moment-là, quel chiffre d'inflation également on peut imaginer? On va voir ça dans le détail. Troisième grand risque, eh bien c'est la France, bien sûr, qui pourrait plonger dans une crise sociale et sociétale dramatique avec en toile de fond la réforme des retraites, des grèves massives, etc. Donc quelles seraient les conséquences? Est-ce qu'il y a vraiment ce risque qui a une grande probabilité ou pas? On va le voir là aussi. Quatrième point serait qu'on n'en parle plus trop parce qu'on ne veut pas trop se faire mal ou se faire peur. Le risque d'implosion ou d'explosion de la zone euro qui est toujours là, hein, parce qu'il y a beaucoup de risques sur la dette publique, de risques politiques également, mais pour l'instant on fait comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Là aussi on va regarder ça en face. Après, cinquième grand risque, la bulle du numérique qui se dégonfle, mais pour l'instant on n'a pas eu de grosse faillite d'une grande entreprise, ça pourrait arriver, et là évidemment ça aurait l'effet d'une bombe bien entendu. Et ensuite on a des dangers là qu'on ne maîtrise pas vraiment, qui pourraient vraiment être dramatiques. D'abord le risque du coronavirus qui reviendrait, qui générait des confinements mondiaux, là vraiment on ne l'espère pas, mais ce serait quand même une nouvelle catastrophe. Et puis ensuite les risques de guerre un peu partout. Est-ce que la Chine qui est affaiblie ne va pas attaquer Taïwan? Quelles seraient les conséquences? Et puis parallèlement, là, ce serait le risque ultime, hein, l'OTAN qui attaque la Russie avec donc une guerre Ukraine-Russie qui dérape. Et donc là, ça pourrait être une troisième guerre mondiale. Bon, là évidemment, on ne sera peut-être pas plus là pour en parler, mais bon, c'est quand même les risques qui nous menacent. Donc, quelles seraient les conséquences économiques, financières et sociales? Voilà le thème de cette vidéo. Alors, on va commencer tout de suite avec justement nos prévisions pour 2023. Donc, elles étaient sur notre vidéo donc, de la semaine dernière. Elles sont toujours, bien sûr, vous pouvez toujours la consulter. Donc là, c'est notre scénario central, hein, on va dire, pour l'activité en 2023. C'est pas génial, hein, une petite croissance de 1,1% aux États-Unis, la zone euro 0, la France 0,2%, c'est très très mou, bien sûr, la Chine 3,5, 4,5 en Inde un peu mieux, puis au niveau mondial, 1% de croissance mondiale. Donc ça c'est si entre guillemets tout va bien. Mais ça pourrait être pire pour X raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, notamment si la Chine s'effondre davantage ou s'il y a des dangers en Europe et en France. Alors là, évidemment, on aurait une récession durable, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de redémarrage à partir du printemps-été. Et donc là, on aurait une baisse partout, hein, quasiment, donc du PIB, moins 0,5% aux États-Unis, moins 1,5%. Je vous rappelle, quand on dit baisse du PIB ou croissance, c'est toujours hors inflation. Hein. C'est corrigé, bien sûr, de l'inflation, sinon il y a des trucages, hein. Donc vous savez qu'il n'y a pas de trucage sur notre chaîne, donc vous voyez on aurait moins 1,5 dans la zone euro, peut-être même moins 2 en France, moins 3 en Italie, au niveau chinois on serait seulement à 1,5%, ce qui serait évidemment une catastrophe pour l'économie chinoise, 2,5 à peine un peu mieux pour l'Inde, et puis au niveau mondial, donc moins 0,5%, ce qui serait la plus mauvaise performance depuis le début des années 80 au niveau mondial, en dehors évidemment de l'épisode de 2020, hein, qu'on avait appelé à l'époque, rappelez-vous, l'enfoiré, hein, en deux mots bien sûr, parce qu'on avait arrêté le monde, donc bien sûr, mais en dehors de cette année 2020, ça serait évidemment la plus mauvaise performance de baisse du PIB depuis le début des années 80. Alors est-ce que c'est crédible ce risque? Oui, parce que si on voit les dernières enquêtes des directeurs d'achat qui viennent de sortir, donc pour le mois de décembre, donc je vous rappelle cette enquête, c'est très simple, hein, il y a une barre à 50, au-dessus c'est la croissance de l'activité, en deçà c'est le recul de l'activité, on le voit, à part l'Inde qui est toujours donc la grande gagnante de cette crise, donc on a même un indicateur qui a augmenté, hein, je vous rappelle que l'Inde continue de profiter des matières premières, notamment du pétrole russe à bon coût, qu'elle raffine et puis qu'elle revend ensuite au reste du monde, puis surtout elle profite de l'affaiblissement de la Chine, elle prend des parts de marché à la Chine, donc l'Inde c'est assez incroyable, elle a une croissance extrêmement forte, c'est la nouvelle locomotive de la croissance mondiale. Bon, ça reste un peu en Irlande, en Afrique du Sud, puis après tous les autres pays, vous voyez, c'est l'indicateur donc des directeurs d'achat, donc tous secteurs confondus, on est partout sous les 50, même si ça s'améliore un petit peu, par exemple aussi en France au mois de décembre par rapport à novembre, mais c'est quand même toujours une baisse
de l'activité. Et donc, ce qui veut dire qu'au niveau monde, pour le 5e mois consécutif, l'indice monde est en recul de l'activité. C'est-à-dire qu'on a une récession mondiale qui s'installe. Donc, évidemment, ça pourrait déraper parce que si le chômage augmente trop fortement, bien là, à ce moment-là, on aurait le cercle pernicieux, chômage qui augmente, baisse de la consommation, baisse du revenu, baisse de l'investissement et nouvelle récession et ainsi de suite. Donc, ça pourrait être extrêmement dangereux. Donc, ça, c'est le premier risque qui, malheureusement, existe et qu'il faut tenir, je dirais, bien dans l'esprit parce que ça pourrait, là aussi, se réaliser. Deuxième grand risque, c'est l'inflation. Alors, pour l'instant, on imagine effectivement qu'à partir du printemps-été, du second semestre, va-t-on dire, l'inflation va repartir à la baisse. Donc, c'est-à-dire qu'en moyenne annuelle, bon, c'est pas des chiffres trop dramatiques. Alors, je vous rappelle l'inflation, là, toujours en moyenne, donc en 2022, 8% aux États-Unis, 8,4% dans la zone euro, donc on est plus élevé hein, qu'outre-Atlantique. Bon, la France, bon, les chiffres sont un peu arrangés, comme vous le savez, 5,2% en moyenne annuelle. Et si jamais pour donc 2023, on a un scénario normal de repli de l'inflation à partir du second semestre, alors là, c'est vrai que l'inflation, en moyenne, vous voyez qu'elle recule. Bon, c'est toujours forte inflation, vous voyez, 6,2% par exemple dans la zone euro. En France, on serait toujours autour des 5%. Donc, idem donc, au Royaume-Uni, 5,5%. Mais si jamais l'inflation ne repart pas à la baisse, par exemple parce qu'il y a toujours trop de pénuries, et s'il y a des pénuries, ça génère encore une fois des tensions sur les prix pour les entreprises, les prix pour les ménages, alors là, évidemment, l'inflation va rester très élevée. Donc, c'est une sorte de scénario extrême. On pourrait se maintenir à 5% d'inflation aux États-Unis, 8% dans la zone euro, même pour la France, autour des 7% en données INSEE. C'est-à-dire qu'il faut rajouter un point pour les données harmonisées européennes, comme vous le savez. C'est dire que pour beaucoup de ménages, l'inflation serait du double, notamment pour les ménages modestes. Donc, ce qui veut dire que là, on générait évidemment cette stagflation qui durait, une récession énorme et une inflation toujours très forte. Ça, c'est un scénario catastrophe qui pourrait également se produire. Pourquoi? Eh bien là, c'est les derniers chiffres qui viennent de sortir. C'est vrai que quand on regarde l'inflation du mois de décembre dans la zone euro, alors on est content, entre guillemets, l'inflation a légèrement baissé. Bon, on est toujours au-dessus des 9% d'inflation, donc c'est quand même toujours énorme hein, pour la zone euro. Mais attention, ce qui est important, donc ça c'est l'inflation globale, c'est la courbe bleue. La courbe rouge, c'est l'inflation hors énergie et alimentation. Et ça, c'est intéressant parce que, vous voyez, chaque fois qu'on a eu des phases de forte inflation, par exemple ici en 2008, l'inflation hors énergie n'avait pas bougé. Là, ce qui se passe, c'est que l'inflation hors énergie alimentaire est à 7%. Donc, ça veut dire que l'inflation, c'est encore une fois généralisé à l'ensemble de l'économie. Et donc là, il n'y a plus de garde-fou. C'est-à-dire que là, on a fait des boucliers tarifaires, etc. sur l'énergie. Là, maintenant, ça y est, tous les biens sont concernés. Ce qui veut dire que l'inflation pourrait se généraliser. On a exactement le même mouvement en France. Vous voyez, ça, c'est l'inflation française. Bon, aux normes, encore une fois, françaises, donc on est autour des 6%. Mais vous voyez que hors énergie, on est à 5,3% hors énergie alimentaire. Donc, vous voyez, on est quasiment au même niveau. Alors que, par exemple, vous voyez, en 2008, petit pic d'inflation hors énergie, ça n'avait pas beaucoup bougé. Donc là, on voit bien que, attention, cette inflation se généralise. Donc on a beau faire des boucliers tarifaires ici ou là, donner des aides, des chèques, etc. Comme l'inflation s'est généralisée, eh ben oui, on a des difficultés pour l'ensemble de l'économie et pas seulement pour l'énergie ou autre. Et c'est ça, évidemment, le danger. Donc oui, cette inflation pourrait être un peu plus longue que prévu. Donc c'est un danger également qu'il faut intégrer. Troisième danger, peut-être le plus embêtant, le plus dangereux, on va dire, entre guillemets, pour nous, les Français, évidemment, c'est-à-dire un risque social et sociétal. Il y a la réforme des retraites qui arrive, qui, encore une fois, est une réformette, mais malgré cela, ça pourrait générer des grèves, des mouvements sociaux énormes. Et surtout, on a oublié le plus important, c'est de rendre cette retraite plus égalitaire. Et là, c'est l'inverse, elle va toujours être extrêmement inégale, malheureusement. Et donc, élément très important, l'indicateur de confiance des ménages. Vous savez, calculé par l'INSEE. Donc, la confiance des ménages, on la voit ici. Alors, vous vous souvenez, les petits ronds verts montrent qu'après une élection présidentielle, à chaque fois, normalement, la confiance des ménages augmente. Bon, même si ensuite elle baisse, on voit Chirac 1, Chirac 2, Sarkozy, même Hollande, ça a marché, Macron 1, et puis Macron 2, ça n'a pas marché. La confiance a continué de baisser. Mais c'est vrai qu'en octobre-novembre, certains estiment à dire « Ah, ça y est, le plus dur est passé, la confiance remonte un petit peu. » Eh ben non, regardez bien, en décembre, ça repart à la baisse. Et donc, malgré le fameux effet Coupe du Monde, parce que l'enquête a été menée avant qu'on apprenne malheureusement la défaite de la France en finale. Donc la France a fait un très beau parcours. Certains avaient dit, ça y est, la confiance va revenir. Eh bien non. Malgré le foot, ce qui compte, c'est évidemment l'inflation, les risques sur l'avenir. Et donc les Français ne sont pas dupes. Et donc l'indicateur de confiance des ménages, il a rebaissé, il est reparti à la baisse au mois de décembre. Moi, je vous rappelle qu'on est très très bas. On est bien plus bas que pendant le Covid-19, bien plus bas que pendant les Gilets jaunes. Pour retrouver des niveaux plus bas, il faut avoir les attentats, malheureusement, la vague d'attentats de 2013 et 2015. Mais globalement, on se rend bien compte qu'on est sur des niveaux extrêmement faibles de confiance. Donc, c'est-à-dire que les ménages sont
sont à cran. Les ménages sont très inquiets et donc la moindre étincelle peut faire extrêmement mal. Ça, c'est pour les ménages. Et en plus, sur l'activité économique, notamment sur l'industrie, notamment sur la balance commerciale, c'est en train de s'effondrer. Les chiffres viennent de sortir. Nouveau record absolu de déficit de la balance commerciale en France. Regardez bien ce chiffre, 159,5 milliards d'euros sur un an. C'est en train, vous voyez, il n'y a rien à dire, rien que juste voir ce graphique, évidemment, ça fait peur, ça fait froid dans le dos, et on se rend bien compte que là, évidemment, les belles promesses de réindustrialisation, etc., pour l'instant, c'est pas suffi d'effet. Et puis encore une fois, ça ne va pas tomber du ciel, il faudra prendre des mesures qui ne sont pas prises. Alors on me dit souvent, oui, mais ça, c'est à cause de l'énergie. C'est vrai qu'une grosse partie de ce déficit est due à la facture énergétique, mais rappelez-vous, au mois de novembre, les prix du pétrole avaient baissé, hein, et donc ça n'a pas vraiment joué. Et d'ailleurs, regardez bien, hors énergie et produits alimentaires, et voilà, du moins hors énergie tout court, pas alimentaire, juste énergie, eh bien on a ici ce déficit extérieur français à plus de 80 milliards d'euros. Donc il n'y a pas qu'un problème énergétique, il y a également un problème global d'exportation. Vous voyez bien cette tendance, même si les prix énergétiques ne sont pas pris en compte, eh bien on a cet effondrement de notre solde commercial, donc avec un déficit record, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire quoi qu'il en coûte. Ben oui, parce qu'on a oublié effectivement notre industrie, ce qui fait extrêmement mal. Donc la France aujourd'hui est toujours en danger, il y a un risque de récession qui dure, de chômage qui augmente et donc de risque social, voire de crise sociétale qui pourrait se produire dans les prochains mois, donc il faut être extrêmement prudent. Autre risque, donc pour l'instant le quatrième risque, c'est bien sûr la zone euro. On n'en parle plus, mais on oublie que les dettes publiques explosent toujours, sont très très élevées. Il y a eu un petit effet technique de baisse un petit peu donc de cette dette publique par rapport au PIB en 2021 et 2022, mais néanmoins, regardez bien, on a des niveaux, ça c'est la Grèce 182%, l'Italie 150%, Portugal 123%, l'Espagne 116%, la France 113%, ça suit du deuxième trimestre. On sait que pour le troisième trimestre, on est déjà à plus de 114%, bientôt 115% et ainsi de suite. Donc là, évidemment, ça pourrait faire mal parce qu'il y a d'autres pays, vous voyez par exemple l'Allemagne, où on est à 67% de dette publique par rapport au PIB. Donc c'est ça qui colle plus, c'est qu'on a beaucoup trop d'écart entre les différents pays de la zone euro et donc on pourrait effectivement faire sauter le tout. Évidemment, on ne le souhaite pas, ça pourrait être dramatique, il y aura des conséquences, notamment en termes de taux d'intérêt, mais ce risque est toujours là et donc c'est vrai que n'oublions pas que quand un pays risque de sortir de la zone euro, voilà c'était le cas grec, hein, quand la Grèce a failli quitter la zone euro donc en 2010 par exemple, 2010-2011, eh bien les taux d'intérêt grecs sont montés à plus de 35% sur la dette publique grecque, les taux d'intérêt à 10 ans, même quand Tsipras, donc l'extrême gauche qui a été au pouvoir donc en Grèce, on est monté là aussi à 20% parce qu'il voulait quitter la zone euro. Après évidemment il a dit non, je vais me calmer, évidemment les taux d'intérêt ont baissé, donc là on voit bien qu'il y a eu ce mouvement artificiel de baisse des taux d'intérêt en Grèce, et là c'est en train de remonter, et ça pourrait aller beaucoup plus loin, donc attention, les taux d'intérêt qui se calment un petit peu sur les dettes publiques, mais on est quand même toujours autour des 3% sur le taux 10 ans français, ça pourrait aller à 4, voire 4,5, voire 5 si jamais il y a des risques sur la zone euro. Idem sur l'euro-dollar, c'est vrai que l'euro-dollar remonte, là on est à 1,07 $ pour 1 euro, formidable, ben oui on se dit les Américains vont moins monter les taux d'intérêt alors que nous on va peut-être continuer de le faire, donc ça limite la baisse de l'euro, même l'euro repart un petit peu à la hausse. Attention quand même, il y a des risques durables, hein. On voit bien que très souvent, je dirais, au début d'année, il y a des petits mouvements de hausse de l'euro, puis après ça repart à la baisse, donc il faut être extrêmement prudent parce que économiquement parlant et politiquement parlant, la zone euro est toujours en danger. Donc je vous rappelle le niveau d'équilibre de l'euro-dollar, si tout va bien, c'est entre 1,10 et 1,15 $ pour 1 euro, donc on pourrait même remonter à 1,10, mais en cas de crise, de nouvelle crise sur la zone euro, on pourrait retomber à 1,05, voire même tomber à 0,90. Donc ce risque existe, il ne faut pas l'oublier. Autre risque, cinquième risque, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, c'est bien sûr les fleurons, les anciens fleurons du numérique qui n'arrêtent pas de licencier. Alors bien sûr, on pense à Twitter, on pense à Tesla, mais également Facebook, Meta, devenu Meta depuis, avec le cours boursier qui s'est effondré. Alors ça va un petit peu mieux depuis quelques semaines, c'est vrai, mais c'est toujours une baisse, vous voyez, donc on était au plus grave, à moins 76,7% de baisse donc de cours de Facebook Meta, et donc maintenant on est à moins 66%, ça va un petit peu mieux, mais là aussi, Facebook licencie énormément, donc ce qui veut dire que, attention, peut-être que l'entreprise n'est pas viable, et donc on pourrait avoir une faillite, peut-être pas forcément Meta, mais d'autres entreprises, des fleurons entre guillemets du numérique, et là ça pourrait faire extrêmement mal, parce que ça générerait un effet d'entraînement à l'ensemble du secteur, donc attention, la bulle du numérique n'est pas encore complètement dégonflée. Alors après on rentre, je dirais, dans les risques plus, on va dire, sanitaires ou géopolitiques. Alors évidemment, si le coronavirus revient, là pour l'instant, vous voyez ça c'est la croissance mondiale, la courbe rouge, on est à 1%, ça pourrait être bien plus grave, bien entendu, on l'a évoqué
On l'a évoqué, moins 0,5%. Si on ferme le monde, hein, vous voyez, on peut tomber même à 3% donc de baisse du PIB, donc c'est très dangereux. Et par contre, effectivement, la valeur refuge, l'or, c'est la courbe jaune ici. On voit qu'on était à 2000 $ l'once pendant la guerre en Ukraine, pareil pendant le coronavirus. Donc là, on est à 1800 et quelques. Ça remonte un petit peu, vous voyez, mais on pourrait évidemment aller au-delà. Là, l'or jouera bien son rôle de valeur refuge. Donc ça, c'est un risque qu'il ne faut pas non plus sous-estimer. Mais enfin, j'espère qu'on va éviter que nos dirigeants ne font pas les mêmes erreurs qu'en 2020 et qu'on va éviter de nous enfermer, comme ça a été le cas à l'époque, et je pense que les populations ne se laisseront pas faire cette fois-ci. Autre danger, la Chine, parce que la Chine peut attaquer Taïwan. C'est vrai que la Chine va mal. Là, on est les derniers indicateurs avancés de l'économie chinoise. Vous voyez, en vert, c'est dans les services, en rouge, dans l'industrie, on est sous les 50. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir une baisse du PIB encore donc en Chine au premier trimestre, même si les chiffres sont un petit peu trafiqués, mais bon, on fait avec. Hein. Mais c'est vrai que l'activité chinoise aujourd'hui est en danger. Et si, effectivement, la Chine revient en récession, elle pourrait être tentée d'allumer un contre-feu avec Taïwan, déclencher une guerre là-bas. Alors, quelles seraient les conséquences? Les États-Unis pourraient réagir. Bon, ça serait évidemment dramatique sur l'ensemble de la stabilité mondiale et bien sûr également sur les marchés boursiers. Donc là, espérons qu'on n'arrivera pas là. Mais c'est vrai que la Chine, aujourd'hui, est en danger sur sa croissance, sur évidemment sa paix sociale et sociétale. Il n'y a pas qu'en France, en Chine également. Alors, c'est vrai que c'est une dictature, donc ils peuvent faire clairement, je dirais, de prendre des mesures assez dramatiques, mais ça se terminera forcément mal. Donc, prudence quand même sur la Chine. On pourrait avoir là aussi des mauvaises nouvelles. Alors, dernier risque, le 8e, évidemment, ça se fait déjà beaucoup, avec bon, là, une guerre entre la Russie et l'OTAN. Bon, ça serait la 3e guerre mondiale. Donc voilà, donc là, on ne répond plus de rien. Donc c'est mon dernier livre, donc Reset 2, qui marche toujours très bien. Merci encore à vous également pour votre fidélité. Là, ça serait Reset 3, sauf que là, je ne pourrais plus maintenir le bandeau. Le pire n'est jamais certain. Nous pouvons encore l'éviter, parce que là, on serait dans le pire, bien entendu. Donc il faut espérer qu'on évitera ce scénario catastrophe. Sinon là, évidemment, on ne répond plus de rien. L'or continuera de flamber, c'est sûr, mais ça, c'est quand même un risque géopolitique. Espérons que les dirigeants du monde éviteront d'en arriver là, mais c'est vrai que parfois on se dit est-ce qu'ils ne veulent pas mettre de l'huile sur le feu? J'espère que non, mais ça c'est quand même un grand danger. Vous voyez que tous ces dangers, on ne les voit pas pour le moment, mais ils sont là, ils existent. Et donc, quelles seraient les conséquences en cas de concrétisation? Bon, en dehors du dernier, on voit que c'est évidemment dramatique. Bien sûr, il y aurait des conséquences sur l'activité économique, qui donc s'effondrerait de nouveau. Il y aurait bien sûr un krach boursier durable qui reviendrait, même s'il n'est pas complètement disparu depuis quelques jours. C'est vrai qu'en début d'année, les marchés boursiers aiment bien un petit peu rebondir, mais ça ne va pas durer. Mais alors là, ça serait évidemment dramatique. Bien sûr, les valeurs refuges seraient de retour, l'or, le franc suisse, également un petit peu le dollar américain, ça va dépendre de ce que feront évidemment les États-Unis, mais en tout cas l'euro sera encore une fois le parent pauvre, donc on pourrait avoir donc, un effondrement de l'euro-dollar, le pétrole pourrait repartir à la hausse dans un premier temps, même si ensuite la récession fera que le baril repartira donc à la baisse, et bien sûr le plus grand drame, ce serait l'augmentation de la pauvreté dans le monde. N'oublions pas que en 1980, il y avait à l'époque 50% de l'humanité qui vivait sous le seuil de pauvreté extrême. En 2019, c'est tombé à 8,5%, donc qui vivent avec moins de 1,9 $ par jour. Donc c'est déjà beaucoup, c'est même trop. Mais néanmoins, on voit la tendance qui a été très baissière. Mais sauf que lorsqu'il y a eu le coronavirus, par exemple, en quelques mois, ce nombre de pauvres extrêmes a augmenté de 200 millions de personnes. Donc on comprend bien que pour beaucoup de pays émergents ou a fortiori pauvres ou en voie de développement, ça sera une catastrophe. Et même dans les pays riches, là aussi, il y aura une augmentation de la pauvreté. Donc vous voyez que ça peut être extrêmement dangereux. Et donc bien sûr, des tensions sociales, sociétales à travers le monde, et notamment, y compris donc, dans les pays, je dirais, développés, comme la France par exemple. Donc ça veut dire que pour conclure, il faut rester extrêmement prudent, il faut toujours garder notre fameux espoir pour la soif, en l'occurrence de l'or dans notre portefeuille, être très vigilant sur les marchés boursiers, reprendre un petit peu donc, des taux d'intérêt garantis, parce qu'ils ont un petit peu augmenté, donc mieux vaut en profiter, et parallèlement, si on achète des actions de l'immobilier, ça sur le long terme, parce qu'à court terme, il y aura effectivement des dangers. Donc voilà, on garde bien sûr l'espoir, parce qu'on pourrait se dire, il y a aussi un risque, c'est que tout ça soit annulé, que tout aille mieux dans le meilleur des mondes pour demain, on le souhaite tous bien sûr, mais encore une fois, on se doit d'être optimiste, mais également réaliste. C'est le message de cette chaîne, c'est le message que je vous adresse régulièrement. Merci encore à toutes et à tous pour fidélité. Portez-vous bien et à très bientôt. Et surtout, encore une fois, diffusons la vérité économique. Merci beaucoup et à très bientôt.